Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel Eslo, et aujourd'hui on se retrouve pour le point d'artiste du mois d'octobre qu'on va faire face caméra comme ça parce que j'ai tourné pas mal de vlogs déjà pour les minutes automnales d'octobre et il y a un autre vlog qui s'en vient là courant novembre. Du coup je me suis dit que en termes d'énergie et tout, ce serait bien d'alterner un petit peu. Donc, ça va être une discussion, inspiration, réflexion, inspiration culturelle, favoris, création. Voilà, le petit point d'artiste en vidéo. Pour commencer, alors, aujourd'hui j'ai une tasse que j'ai achetée à Carcassonne dans un magasin avec plusieurs céramistes qui se sont réunis dans un magasin dans la vieille ville, ça vous intéresse? Et à l'intérieur, il y a du chai latte qui est mon premier favori. Du coup, je vais commencer avec les favoris. Mon premier favori du mois, c'est une poudre de chai, en fait, Original Chai. Alors, j'ai pris cette marque-là parce que c'est celle qu'il y a dans le magasin bio à côté de chez moi. Je suppose que c'est pas la seule qui le fait. Et c'est un système d'instantané, en fait. C'est-à-dire que vous mettez la poudre dans une tasse, vous versez du lait chaud, vous mélangez et le chai il est prêt. C'est super bon. C'est une marque lyonnaise, tiens, New Morning. Ça vient d'où? Oulin, à côté de Lyon. C'est super bon et c'est surtout hyper pratique quand on veut se faire un chai mais que la pause elle est assez courte et qu'on n'a pas envie de passer un quart d'heure à attendre que le lait et les épices s'infusent dans la casserole, vous voyez. Donc là typiquement on est dans une journée de travail au moment où je vous parle et c'était bien pratique de pouvoir avoir mon chai prêt en moins d'une minute pour que je puisse revenir vous parler. Je dirais que le seul défaut du produit, comme un petit peu tous les produits de ce genre, c'est que je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, sachant qu'en plus quand vous l'achetez, cette boîte là elle est remplie qu'à moitié. 125 grammes dedans et en fait quand vous l'ouvrez elle est remplie qu'à moitié. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule mais bon. Mis à part ça, c'est un produit qui est sympa, c'est un bon truc d'appoint quand on a envie de se faire des chais en hiver et qu'on n'a pas le temps de faire le vrai truc à la casserole et tout ça. Ensuite, dans les produits que j'ai beaucoup aimé, je crois que je vous en ai parlé dans un des vlogs où j'ai reçu le colis au moment où je vous parlais, mais j'ai commandé deux produits chez la marque On the Wild Side. Pour être tout à fait transparente avec vous, c'est parce qu'il y avait l'influenceuse Colline là, qui faisait un partenariat sponsorisé avec eux et qui avait un code de réduction avec moins 20% dessus. Comme quoi, l'influence ça marche, on se fait influencer, ça fait vraiment acheter, c'est efficace. Mais du coup voilà, c'était l'occasion de tester avec 20% de réduction une marque dont j'avais déjà entendu parler plusieurs fois, mais que je n'avais jamais testé. Et c'est vrai que quand je mets une marque sur mon radar, j'aime bien attendre un peu, j'aime bien ne pas me jeter dessus tout de suite, attendre d'avoir plusieurs opinions, voir un petit peu ce que j'en pense, etc. Là c'était 4e ou 5e fois que j'entendais parler et vu qu'il y avait un bon de réduction, je me suis dit je vais tester. Et j'en suis extrêmement contente. J'ai acheté, alors c'est une marque française qui vient de Bordeaux et c'est des cosmétiques qui sont certifiés bio et d'origine naturelle. Donc j'ai pris l'huile de soin pour les cheveux, donc j'en mets deux petites gouttes dans la paume, je frotte pour faire chauffer et je le mets sur les pointes en fait, enfin sur les longueurs, parce que quand on a des cheveux longs comme les miens, les pointes elles doivent avoir 5 ans maintenant, donc ça commence à fourcher, etc. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors je pense que vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas les cheveux très longs, hein, mais particulièrement avec ma longueur de cheveux, je me suis dit que c'était le moment de prendre un petit peu soin de mes cheveux. Et l'autre produit que j'ai pris chez eux, c'est le baume de nuit, plante sauvage, bio et naturelle. Et ce truc, il est absolument magique. Moi, 9 mois dans l'année, d'octobre à mai, j'ai la peau qui tire le matin quand je me lève. Parce qu'avec l'âge, j'ai la peau qui devient sèche. Et bah depuis que je mets deux petites pompes de ça le soir avant de dormir, et ben le lendemain matin, quand je me réveille, je n'ai plus la peau qui tire.
Et ça, en termes de confort, c'est quand même super agréable. Sachant que ce baume, il a une texture très très épaisse, très très nourrissante, et puis qui colle un peu au visage. Je pense que c'est pour ça que c'est un baume de nuit et pas une crème de jour, parce que se balader toute la journée avec le visage qui colle, c'est pas terrible. Mais du coup, en baume de nuit, c'est parfait. Je suis très contente de cette marque pour l'instant. Ensuite, j'ai découvert une marque artisanale qui s'appelle A Slow Sunday, dont vous avez entendu parler dans le vlog Preptober. La bougie que j'ai déballée pour vous la montrer, la Pumpkin Spice, elles sont super bonnes. J'ai hâte de les tester fin novembre puisque c'est ma récompense de fin de Slow Rainbow, donc je pourrais pas les brûler avant fin novembre. Je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai commencé à brûler les bougies. Là à froid je trouve qu'elles sentent très très bon, et puis je suis très contente j'ai acheté des petites planches de stickers en fait, parce qu'elle fait aussi de l'art numérique en fait, où elle illustre des petits trucs sur Procreate. Et elle a fait plusieurs petites planches. J'ai acheté la petite planche automnale et la petite planche Vintage Bookshop. Et je les trouve vraiment super jolies, c'est vraiment cool. Et celle-ci particulièrement, j'ai hâte de l'utiliser dans mon carnet de suivi Slow Rainbow, parce qu'on est vraiment dans le thème. Puis on est dans le thème de mon cycle actuel de bullet journal qui est autour de la lecture, l'écriture et le café. Si vous m'avez vu mettre en place les 2 doubles pages dans la minute automnale qui clôt toutes les minutes automnales, qui est sortie le 31 octobre, si vous l'avez vu. En tout cas, voilà, je suis très très contente de Slow Sunday. Si vous aimez soutenir les artistes et créateurs-créatrices indépendantes, et que vous aimez cette ambiance un peu cocon avec des bougies parfumées, des choses comme ça, peut-être que A Slow Sunday vous plaira. Mes pantoufles, je remercie du fond du cœur la Florie du passé qui a vu ses pantoufles à la Couvertoirade, qui est un village touristique dans le Larzac. Je crois que la marque c'est les Ateliers du Berger, quelque chose comme ça. C'est de la peau de mouton, c'est des pantoufles d'hiver. Je les ai achetées fin mai quand on s'est baladé là-bas. Et je remercie la Florie du passé d'avoir pensé à la Florie du présent qui a froid aux pieds en hiver. Parce que franchement, je suis super contente de ces pantoufles. Elles sont ultra confortables. Du coup, mes pieds ils sont bien au chaud. Voilà, petite parenthèse favori cocon. Et enfin, les bagues que je porte présentement. J'ai fini par passer commande dans une petite boutique anglaise qui s'appelle Dixie. D-I-X-I. Et je me suis acheté un lot, enfin un lot, c'est pas vendu par lot, j'ai choisi 5 bagues dans une même collection. Enfin je crois que celle-ci c'est une collection différente, mais les 4 là c'est la même collection. Une collection un peu forestière, genre branche, voilà, un petit peu le sous-bois, etc. Et puis la 5e c'est un peu, on dirait un peu un serpent. Il n'y a pas de tête de serpent, mais on dirait des écailles de serpent dessus. Et voilà, bah ça fait... Alors déjà, c'est du pur argent 925. Et elle coûte entre 30 et 50 € la bague, je dirais, en fonction de la taille. Il y en a qui sont un peu plus chers que ça, mais là, les petites bagues comme ça, je dirais que c'est entre 30 et 50 €. Je trouve que c'est un tarif très raisonnable pour de l'argent, du pur argent. Quand on voit des marques, ce que j'appelle les marques à la rue du Temple comme Zag, qui fait des bagues en acier inoxydable et qui les vendent déjà à 20-30 €, je trouve que pour de l'argent c'est pas mal comme tarif. Et en fait j'avais repéré cette marque il y a plus de 3 ans, où je m'étais dit ah j'en avais entendu parler, je sais plus maintenant quelle influenceuse s'était acheté des bagues chez eux et en avait parlé dans une vidéo YouTube. Je l'avais repéré, comme je vous dis j'aime bien attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'acheter quoi que ce soit. Et j'avais un peu trop attendu, il y avait le Brexit qui s'était mis en vigueur, ça devait être au 1er janvier 2020 je crois, et il livrait plus en France. Et il disait ah faut qu'on mette à jour notre système pour pouvoir livrer à nouveau en Europe. Pour l'instant on livre plus en Europe, du coup j'avais pas pu commander à l'époque. Et puis j'ai complètement oublié l'existence de cette marque jusqu'à cette rentrée où je me suis dit tiens j'ai envie de m'offrir des bijoux un petit peu automnaux, parce que ça fait 3-4 ans que je m'en suis pas offert. L'année que je m'étais offert c'était les bijoux Atelier Terra Nostra qui sont super jolis avec des feuilles de chêne, des trucs comme ça, et je crois que c'était en 2020-2021. Du coup je me suis dit cette année ah si je me faisais petite, mais je me suis souvenue de cette marque qui avait de très belles collections en argent d'automne et d'hiver. Après il faut aimer le style hein. Et c'est ainsi que j'ai fini par passer commande et j'en suis ultra contente. J'en suis
J'en suis tellement contente que pour être honnête avec vous, j'ai déjà repassé commande pour des bagues qui vont sur l'annulaire pour vraiment avoir une collection complète sur les doigts et pouvoir arranger les bagues comme je veux sur les doigts quand j'ai envie de les porter. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je sais que parfois vous me demandez d'où viennent mes bijoux. Donc sachez qu'une des marques de bijoux que j'aime bien, c'est Dixie. Par contre, si vous commandez depuis la France ou depuis l'Union Européenne, n'oubliez pas de compter dans votre budget 20% de frais de douane. Alors, donc ça c'était la petite parenthèse, les petits favoris d'automne du moment, ce que j'apprécie. Maintenant, je vais vous parler rapidement de ce que j'ai créé ce mois-ci. Alors, côté papeterie créative, je me suis surtout occupée de la capsule Pumpkin Chai pour les mécènes de Patreon et de remettre à jour la collection Merveille automnale qui s'est vendue du coup du 29 septembre au 8 octobre dernier. Et là je suis en train de commencer à préparer la dernière vente de l'année qui commence le 17 novembre pour peindre et remettre un petit peu à jour les collections de papeterie plutôt hivernales. Et je suis en train de réfléchir à une mini capsule Noël. J'aimerais bien faire des étiquettes cadeaux imprimées sur du papier blanc mat sur lequel vous pouvez écrire les noms des gens, vous voyez. L'année dernière j'avais fait ça sur du papier carte postale, mais je pense que c'est pas mal de faire ça sur du papier autocollant pour que vous puissiez directement le coller sur les paquets cadeaux. Donc là ce mois-ci je vais continuer à travailler là-dessus et ce sera aussi sur le mois de novembre. Mais surtout en octobre-novembre, comme chaque année, la majorité de ma créativité va dans l'écriture. Donc là au moment où je filme ce point, on est encore en octobre, donc je suis encore dans Preptober à faire des tempêtes d'idées et des préparations d'univers, de personnages, d'intrigues pour Prime d'Obsidienne, pour que je puisse commencer à l'écrire au mois de novembre. Et il y a tout un vlog autour de Preptober si mon processus créatif vous intéresse, qui est sorti dans les minutes automnales au mois d'octobre. Donc ça c'est pour les créations. Ensuite les inspirations culturelles. Alors, côté livre, j'ai pas grand chose à vous dire puisque déjà vous avez vu ma sélection d'automne dans une des minutes automnales d'octobre et je ne veux pas faire double emploi avec les bouquins que je vous ai déjà présentés. Et puis on va y venir, j'ai passé plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à lire ce mois-ci. J'ai quand même un livre à noter parce que ça a été une agréable surprise, un peu comme l'espèce de romance alien du mois dernier. Parfois, je cherche des lectures un petit peu confort, réconfort, etc. J'ai eu un mois d'octobre assez difficile émotionnellement, on va y venir. Et là, j'ai découvert un bouquin qui s'appelle Slaying the Vampire Conqueror par Carissa Broadbent et qui fait partie d'une série de bouquins, chacun écrit par une autrice différente, qui s'appelle Mortal Enemies to Monster Lovers, je crois, un truc comme ça. Il me semble que je vous en ai parlé dans un des vlogs parce que j'étais en train de le lire pendant que je tournais le vlog. Et en fait j'ai été assez agréablement surprise. Alors c'est pas du tout de la monster romance, même si la série s'appelle To Monster Lovers, c'est pas du tout de la monster romance, c'est de la romance de fantasy absolument classique, nouvelle adulte / adulte. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'elle a bien mené. Déjà l'univers est assez bien foutu. C'est de la fantasy classique avec des vampires, avec de la magie, avec des divinités qui peuvent justement donner de la magie aux êtres humains quand ils font partie de cultes et de choses comme ça, et que les divinités elles existent vraiment si vous voulez, c'est pas un concept avec de la foi etc, c'est vraiment des personnes ou des entités en tout cas qui peuvent vraiment prendre corps et qui peuvent vraiment donner des pouvoirs aux gens, un peu à la façon de Donjons et Dragons, on va y venir. Et en fait j'ai trouvé que c'était hyper bien fichu, son univers était bien fichu, j'ai trouvé que le passé de ses protagonistes, notamment de son héroïne, était très bien fichu parce qu'elle fait partie justement d'un de ces cultes religieux qui s'appelle les Arakessen, et en fait elle est devenue aveugle, elle s'est faite enlever la vue par les sœurs quand elle a rejoint cet ordre-là de donner sa vue à sa déesse, et elle est devenue une sorte d'assassin qui doit donc tuer le conquérant vampire qui est arrivé dans ce territoire-là et qui a commencé à conquérir les différentes villes, qui sont des sortes de... un peu comme l'Italie de la Renaissance, là, qui sont un peu des villes seigneuriales où il y a un seigneur qui dirige chaque ville, etc. Et ouais, j'étais assez agréablement surprise parce qu'elle a créé des personnages qui ont vraiment un imaginaire intérieur construit, avec un passé construit, qui ont des raisons d'être ennemis en début d'histoire et puis qui ont des raisons de se rapprocher au fur et à mesure de l'histoire.
L'héroïne, elle a des vrais dilemmes moraux et de valeurs à mesure qu'elle découvre certaines choses sur elle-même, sur son passé, sur sa déesse, sur les raisons pour lesquelles le vampire il est venu dans ce royaume. Et ouais, en fait, c'est pas évident. Moi, le enemies to lovers, donc ennemis, donc les ennemis qui deviennent des amants, qui tombent amoureux en fait au fil du truc, j'avoue que c'est un trope qui me fait plaisir. C'est le genre d'histoire vers lequel j'aime bien me tourner. Justement quand j'ai besoin de mon kit de survie émotionnelle, là que j'ai besoin de passer un bon moment, etc. Mais comme c'est un trope qui est connu, il y a pas mal de romans qui sont écrits autour de ça, et je trouve que c'est difficile à réussir, parce qu'il faut arriver à nous convaincre, nous lecteurs et lectrices, de pourquoi ils sont ennemis, ou pourquoi ils se détestent en premier lieu, les deux personnages, et il faut arriver à nous convaincre que justement la transition émotionnelle de commencer à s'attacher à son ennemi, de commencer à tomber amoureux, etc. Faut qu'elle soit crédible. Et il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas parce qu'en gros, c'est juste qu'ils commencent à être attirés physiquement l'un par l'autre, mais en fait, le désir physique ne suffit pas pour tomber amoureux de quelqu'un. Et là, elle ne tombe pas du tout dans ce piège-là, même si bien sûr il y a du désir physique. C'est pas un livre très très érotique, hein. Il y a une ou deux scènes, mais c'est pas le but du bouquin. Mais là, c'est vraiment à mesure qu'ils découvrent des mystères, à mesure qu'ils découvrent les intentions l'un de l'autre, etc. Il y a un vrai rapprochement qui est vraiment crédible. Donc avec un sous-titre pareil, la Mortal Enemies to Monster Lovers, je m'attendais à un truc un petit peu cheesy, un petit peu médiocre, et en fait c'était super bien. Et du coup j'ai mis dans ma liste à lire un autre bouquin de cette même autrice, la Carissa Broadbent, qui a fait toute une série qui s'appelle Nyaxia Chronicles, je crois, un truc comme ça, qui se passe dans le pays d'origine du héros, là, dans le pays des vampires, avec la déesse, je sais pas si c'est la déesse de la mort ou la déesse de la lune qui vénère, un truc comme ça. Et du coup, je l'ai mis dans ma liste parce que je me suis dit, tiens, elle écrit plutôt bien, et c'est pas évident de trouver des romances de fantasy qui sont vraiment bien écrites et qui tombent pas dans des pièges d'immaturité émotionnelle et de choses comme ça, donc j'étais plutôt contente. Ce qui m'amène à l'autre découverte culturelle de ce mois-ci, qui est Baldur's Gate 3, qui est un jeu vidéo, c'est un RPG tiré de l'univers de Donjons et Dragons, et pour le coup ils sont vraiment rentrés à fond dans le côté jeu de rôle, comme les jeux de rôle papier, puisque dans le jeu on lance des dés comme dans la vraie vie. Je sais pas si vous connaissez le jeu de rôle papier, mais le jeu de rôle papier, si on crée des fiches personnages, on a des dés, des vrais dés. Il y a une des personnes qui joue qui est le maître de jeu et qui explique un petit peu où sont les joueurs, ce qu'ils font, etc. machin, et après qui demande aux joueurs, ben voilà la situation, qu'est-ce que vous faites? Et puis les joueurs et les joueuses autour de la table, ils ont leur fiche personnage avec des caractéristiques, et quand ils veulent faire quelque chose, ils lancent un dé pour voir s'ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas. Je résume en gros. Mais là, ce jeu-là a vraiment récupéré l'essence de ce système-là de jeu de rôle, puisque on crée une fiche personnage, on a des caractéristiques, c'est vraiment comme le jeu de rôle papier. Il y a une narratrice qui nous décrit l'univers. Alors bien sûr on le voit, hein, c'est un jeu vidéo en 3D donc on voit les choses, mais il y a quand même une narratrice qui vient décrire les choses comme si c'était la maîtresse de jeu en fait. Et il y a des lancers de dés, donc on peut réussir ou rater, par exemple quand on veut convaincre quelqu'un de faire quelque chose, ou quand on veut piquer un lock, comment on dit ça en français? Comment on dit piquer un lock en français? Mais c'est un truc de dingue. J'ai été obligée de demander à Google. Parfois, je m'inquiète de ma perte de vocabulaire en français. Donc, quand on veut crocheter une serrure, par exemple, il faut lancer un dé. Et le lien avec le bouquin que j'ai lu, c'est que l'univers Donjons et Dragons, si vous connaissez pas, c'est vraiment de la fantaisie classique. Il y a des magiciens, des sorciers, des guerriers, des paladins, des clercs, des machins comme ça, et des dieux et des déesses. Et justement, certaines de ces classes-là, notamment le paladin, le clerc, qui sont des races un peu religieuses et qui du coup donnent leur allégeance à un dieu ou une déesse qui leur donne en échange des pouvoirs. Il y a aussi le warlock occultiste en français qui fait un pacte avec un démon pour avoir ses pouvoirs. Enfin, il y a tout un truc, et j'ai trouvé ça marrant de lire le bouquin, la Slaying the Vampire Conqueror, et commencer à jouer à Baldur's Gate 3 en même temps, parce qu'il y avait plein de parallèles entre les deux. La notion du culte religieux, l'héroïne qui le rejoint jeune, c'est le cas d'un des personnages, Shadowheart, qui est la clérique, donc la clerc, qui vénère le culte de Char, qui est la déesse de la nuit ou la déesse de l'ombre, un truc comme ça.
et qui du coup fait partie de ce culte depuis qu'elle est petite. Enfin, je voyais plein de parallèles. Dans Baldur's Gate 3, il y a un de vos personnages, c'est un vampire. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment drôle de voir ce parallèle entre deux univers de fantasy, de high fantasy en fait, assez classique, avec des dieux, des cultes, des machins comme ça. Et de voir un peu des similarités entre les deux, ça m'a fait rire. Mais pour en revenir aux jeux vidéo, alors je l'ai pas tout à fait fini au moment où je vous parle, j'ai dû passer peut-être 80 heures dessus, et oui. Je suis au dernier acte du jeu et là je suis en train de boucler les quêtes, les grosses quêtes qui ont été lancées depuis le début du jeu. Je sens que le jeu il est en train de se boucler, là que je suis pas loin de la fin. Tout ce que je peux vous dire dessus, parce que je pense que je suis capable d'en parler pendant une demi-heure, c'est que c'est exactement le genre de jeu que j'aime. C'est un peu comme quand j'ai découvert la série de bouquins Miss Fisher et que je suis là, c'est exactement le genre de livre que j'ai envie de lire. Et bah là c'est pareil, c'est exactement le genre de jeu de rôle auquel j'ai envie de jouer. Il y a un univers qui est ultra riche et ultra fourni, merci Donjons et Dragons. Il y a des personnages qui ont une profondeur de caractère, qui ont un passé, qui ont chacun leur quête, qui nous permettent de découvrir un petit peu leur passé, leur personnalité, où on s'y attache assez vite parce qu'on comprend pourquoi ils agissent comme ça et pourquoi ils ont la personnalité qu'ils ont et pourquoi ils ont les valeurs qu'ils ont, etc. Et quand vous faites des choix au fur et à mesure de l'histoire, et ben ils vont être d'accord ou pas d'accord, il y en a même qui pourront vous attaquer ou quitter l'équipe s'ils sont pas d'accord avec vous, etc. Ça c'est super intéressant. Leurs quêtes secondaires sont vraiment étroitement liées avec la quête principale, donc il n'y a pas cette impression de oulala il faut que je sauve le monde, mais bon je vais quand même prendre 2 semaines pour aller dans la caverne à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout du pays pour aller sauver le chien de Pépito, vous voyez. Non, là il y a un vrai lien en fait entre les quêtes secondaires qui animent les personnages, qui nous permettent de découvrir leur passé, et les différentes découvertes et les différentes personnes qui sont impliquées dans la quête principale qu'on découvre au fil de l'histoire. Il y a évidemment une partie scénaristique qui est extrêmement fournie. Donc il y a un scénario qui est très complexe, qui est très en nuances de gris, donc c'est pas gentil, méchant, noir ou blanc. D'ailleurs on peut jouer un personnage très gentil comme on peut jouer un personnage méchant, ça c'est cool. Il y a vraiment ce côté où on peut jouer un rôle, où il y a pas mal d'options de réponse, et où il y a pas mal de manières différentes de résoudre un problème, et où on peut vraiment faire comme un jeu de rôle, quoi. Se dire tiens si j'essayais ci, si j'essayais ça, ils ont pensé à plein de possibilités. Et si vous voulez la jouer roleplay, c'est-à-dire vraiment rentrer dans votre personnage, et ben vous pouvez vous comporter de plein de manières différentes. Et puis tout ce côté, la nuance de la maturité, c'est-à-dire que les choses sont pas noires ou blanches. À mesure que vous avancez dans le mystère, que vous découvrez des choses, vous vous rendez compte que, alors évidemment il y a des antagonistes et puis des alliés, mais vous vous rendez compte que peut-être certains alliés ils ont leur intérêt personnel à eux, et que c'est pas si évident la réponse du côté de qui se ranger et à qui faire confiance. Et ce côté nuance morale, qui est quand même assez rare dans le jeu vidéo, et je trouve ça super intéressant. Et enfin, j'adore le gameplay, c'est un gameplay au tour par tour. Donc il y a un système d'initiative, donc au début du combat, les gens ils jouent dans un certain ordre, et après à chaque tour, chacun joue à son tour. Et personnellement, j'adore les systèmes de combat au tour par tour, parce que j'aime bien prendre le temps de réfléchir. Je n'aime pas du tout les trucs en temps réel. J'ai toujours préféré les trucs où je peux imaginer une tactique dans ma tête et prendre le temps de la mettre en place. Que le côté se dépêcher de jouer ne fasse pas partie finalement du gameplay. Donc voilà, ce jeu, c'est un jeu, je crois qu'il détrône Dragon Age et Mass Effect dans la liste de mes jeux préférés. Bon, alors après c'est pas étonnant, c'est le même genre, hein, puisque le tout premier Dragon Age, il avait été fait en partie par l'équipe qui avait fait les premiers Baldur's Gate. Et après c'est ce studio-là, le studio BioWare, qui a aussi fait les Mass Effect. Ensuite ils ont été rachetés par EA, etc. C'était plus les mêmes équipes, mais on est dans l'héritage d'un même genre de jeu, les RPG à l'européenne, qui sont mon style de jeu préféré. Mais là, Baldur's Gate 3, il va vraiment... En fait, c'est le jeu que j'aurais voulu que Dragon Age 2 ou 3 soit. En fait, quand Dragon Age Origins est sorti, c'est un de mes RPG préférés. Et quand Dragon Age 2 est sorti, j'étais super déçue, parce que moi, c'est ce jeu-là que j'aurais voulu en tant que Dragon Age 2, quelque part. Donc là, je suis... voilà. Je pense que j'ai pas fini, je vais y passer tout l'automne, tout l'hiver. Je suis déjà en train de réfléchir au prochain personnage que je vais créer quand j'aurai fini ma partie.
Donc voilà, énorme source d'inspiration. Oui, énorme source d'inspiration pour moi en tant qu'artiste aussi, parce que non seulement ça me divertit, on arrive, il commence à faire froid, etc. Le jeu vidéo, c'est vraiment un loisir que j'aime faire en automne-hiver. Mais au-delà de ça, ça m'inspire énormément en tant qu'artiste parce que je vois comment ils ont construit les personnages pour les rendre attachants. Je vois comment ils ont construit l'histoire avec toute la nuance morale, avec comment différentes découvertes sur les mystères changent éventuellement les plans des personnages ou apportent une lumière supplémentaire pour faire des choix, etc. Et ça m'inspire énormément pour Prime d'Obsidienne, puisque le concept de Prime d'Obsidienne, qui est le roman que je suis en train de préparer et que je vais écrire, enfin commencer à écrire au mois de novembre, c'est une équipe qui se réunit pour aller faire une quête pour retrouver un artefact. Donc on retrouve plein d'éléments communs à ce type de scénario-là, c'est-à-dire qui rejoint l'équipe, pourquoi, quelles sont leurs motivations personnelles, quelles sont leurs valeurs personnelles, à quel moment ça peut être entré en conflit avec les valeurs du personnage principal, qu'est-ce qu'il y a comme mystère, à quel moment on découvre certains aspects du mystère, enfin il y a plein de choses ultra inspirantes, Et donc pour terminer ce point d'artiste, les éléments de réflexion du mois, je vais pas y passer longtemps parce que il y a des choses dont on a parlé dans les minutes automnales en octobre, et puis il y a d'autres trucs, je vais les développer dans les podcasts de fin d'année, quand on va faire un petit peu les bilans 2023, les choses comme ça. Mais en gros, il y a deux sujets qui m'ont interpellée ce mois d'octobre et que j'ai approfondi en fait à travers notamment écrire dans mon journal, etc. Le premier sujet, c'est la question du droit au repos, mais ça on en reparlera parce que je pense que c'est ultra important de réaborder le sujet, même si j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais la question du droit au repos et le fait de savourer les différents flux du cycle organique. C'est-à-dire que j'ai passé un mois d'octobre émotionnellement compliqué, physiquement où j'étais fatiguée parce qu'en septembre on a sorti un jeu, et puis j'ai fait les minutes automnales, et puis j'ai fait la vente du 29 septembre, et puis j'ai quand même beaucoup de boulot sur plein d'aspects de mon quotidien, enfin de ma vie plurielle, ma vie professionnelle plurielle. Et j'ai manqué d'énergie et je me suis rendu compte que j'étais frustrée de manquer d'énergie et de ne pas faire tout ce que je voulais faire, alors qu'on n'est pas des machines, on n'est pas à 100% tout le temps, on n'a pas tout le temps de l'énergie. Et en fait c'est normal de ne pas avoir tout le temps d'énergie parce qu'on n'est pas des machines. Et en fait je suis en train de me dire pourquoi je ne m'autorise pas à me reposer pour de vrai, pourquoi est-ce que je culpabilise quand je suis obligée de ralentir le rythme parce que je n'ai plus d'énergie. Et pourquoi est-ce que je ne profiterai pas des moments de repos en fait? C'est-à-dire que nos rythmes d'énergie en tant qu'être organique, c'est un peu comme les saisons de la nature. C'est-à-dire que la nature, elle n'est pas en été toute l'année. Les arbres, ils donnent pas des fruits toute l'année. Ils ont besoin à un moment donné de perdre leurs feuilles, d'hiberner, puis de faire des bourgeons, puis de faire des fleurs, et que les fleurs, elles deviennent des fruits, et après ça les a fatigués, du coup ils commencent à perdre leurs feuilles. Et c'est pareil pour nous, on peut pas être dans une journée avec des fruits, c'est-à-dire la journée où on est hyper énergétique, où on a plein d'idées, où on produit plein de trucs, tous les jours, toute la semaine, tous les mois, toute l'année, c'est pas possible. Nous aussi, en tant qu'être organique, on a des rythmes, et il y a des moments où on a besoin d'assimiler les influences, les connaissances, les inspirations, les machins. Il y a des moments où on a besoin d'être en jachère parce que les idées, elles mûrissent dans notre inconscient. Il y a des moments où on va être en full énergie, on va créer plein de trucs. Il y a des moments où on a besoin de se reposer tout simplement. Et en gros, la réflexion que je me suis faite ce mois-ci, c'est que j'ai pas envie de seulement tolérer ma nature organique, j'ai envie de l'accueillir et de la savourer. Et de profiter avec joie des moments où je manque d'énergie, où je me repose et où je m'inspire et où je prends soin de moi, autant que je suis contente quand je constate que j'ai beaucoup d'énergie, que je peux créer plein de choses. J'ai envie de savourer les deux en fait, j'ai pas envie de tolérer l'un pour pouvoir faire l'autre, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la question de la nourriture, j'ai envie de prendre plaisir à manger plutôt que de tolérer le fait que je suis obligée de manger en tant qu'être humain pour avoir de l'énergie, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de savourer tous les aspects de notre expérience humaine en fait. Ça c'est la première chose à laquelle j'ai réfléchi ce mois-ci. Et la deuxième chose à laquelle j'ai réfléchi ce mois-ci, c'est sûr que ce sera un épisode de podcast fin 2023, début 2024, ça c'est sûr et certain, c'est l'idée d'accueillir le changement. C'est-à-dire que quand on vit, puis quand on vit assez longtemps, on se rend compte que les choses ne sont pas stables. Il y a des choses qui changent. Que ce soit notre magasin préféré, notre resto préféré qui ferme, au fait de changer de boulot, au fait de peut-être avoir un enfant qui change une famille, le fait de déménager, de changer de lieu de vie. Enfin, il y a plein de choses qui font que dans nos vies, on a des stades, on a des chapitres, on a des choses qui changent. Donc parfois ça change
en mieux par quelque chose qu'on a voulu, où on est récompensé par un meilleur logement, un meilleur boulot, un enfant qu'on a voulu, etc. Parfois c'est des changements qu'on n'a pas forcément voulu à l'origine, mais quoi qu'il en soit, on a tous et toutes dans notre vie d'adulte des moments où il y a des choses assez fondamentales qui changent et qui viennent changer le paysage de notre vie, qui viennent entamer un nouveau chapitre de notre vie. Moi c'est ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Et j'ai envie d'accueillir ce changement comme une aventure, comme quelque chose où même si j'ai pas choisi ce qui a initié ce changement, eh ben j'ai envie d'accueillir ce changement à bras ouverts, j'ai envie de le voir comme une aventure, j'ai envie de le voir comme une occasion de développer des nouvelles choses et de voir ça comme un aventurier qui explore des nouveaux terrains. Et je trouve que c'est un état d'esprit qui contrebalance un petit peu la peur qui est tout à fait normale et naturelle, qui est la peur de l'inconnu, la peur de l'insécurité, la peur de l'instabilité, la peur de la perte de repères, etc. Donc j'ai envie de activement cultiver cette vision de la vie comme une aventure, une exploration, et du fait que ça me fait évoluer quoi qu'il arrive, et que je ne stagne pas, et ce qui est une bonne chose pour moi, je n'ai pas envie de stagner. Voilà, donc ça pareil, on en reparlera je pense en podcast. Et voilà qui marque la fin de ce point d'artiste du mois d'octobre. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous inspirent, qui vous donnent envie, des réflexions qui vous font réfléchir, des inspirations culturelles que vous avez envie de tester. N'oubliez pas de regarder la minute automnale sur mes lectures d'automne, la pile à lire que j'ai prévue pour l'automne si jamais vous voulez des idées de lecture pour l'automne-hiver. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!